La délimitation du champ de l'enseignement à distance se pose. Où commence l'enseignement à distance, où finit l'enseignement à distance? Si on admet que l'enseignement à distance a été rendu possible par l'usage des technologies, le présentiel aujourd'hui utilise des technologies. Vrai ou faux? Oui. Donc l'enseignement, où commence l'enseignement à distance, où s'arrête l'enseignement à distance? Donc ce problème se pose aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je dirais que le champ couvert plutôt par l'enseignement à distance est aujourd'hui plus vaste. Donc ça va des cours par correspondance, ça c'est la première génération du tout début, n'est-ce pas, à l'imprimé, aux médias de masse, la radio, la télévision, et aujourd'hui aux possibilités qu'offre aujourd'hui ce qu'on appelle Internet et les réseaux, n'est-ce pas? Donc, et c'est ça qui a permis l'usage, n'est-ce pas, ou l'introduction du e-learning, c'est-à-dire un mode d'apprentissage qui tire essentiellement parti de l'usage d'Internet et des technologies des réseaux à tous les niveaux de la formation. D'accord? Il désigne donc l'articulation des contenus selon une logique de formation intégrée dans un dispositif de formation. D'accord? Un dispositif, un ensemble cohérent constitué des ressources. Mais il n'y a pas que les ressources, il faut avoir une stratégie, il faut avoir des méthodes, il faut avoir les acteurs. Les acteurs que vous êtes, en plus des acteurs institutionnels, administratifs, n'est-ce pas, qui vont. Donc ce n'est pas que l'enseignant. Ce n'est pas que l'enseignant, mais l'organisation interne au sein de l'établissement est une étape importante, n'est-ce pas, de la réussite, n'est-ce pas, d'un dispositif de e-learning. Donc le e-learning utilise un site web dédié à la formation. C'est ce qu'on appelle une plateforme. Pour faire du e-learning, il faut avoir cette plateforme. Une plateforme, ce n'est autre qu'un système de gestion de cours. C'est pourquoi une plateforme est un tout petit peu, du moins j'allais dire, différent, n'est-ce pas, d'un site web quelconque. Parce que les intentions d'une plateforme sont claires, les objectifs sont clairs. Donc, il n'est pas organisé comme un site web. Il est conçu comme une séquence de formation, selon une logique pédagogique, avec des activités que l'apprenant doit réaliser pour progresser dans son apprentissage étape par étape. D'accord? Donc, quand différemment des sites web, n'est-ce pas, la qualité pédagogique d'une plateforme est plus importante, n'est-ce pas, que la prouesse technologique de son concepteur. D'accord? D'accord? Bien. Internet et les réseaux permettent la délocalisation et le transport de l'information sous toutes ses formes. Ça, là, je ne vous apprends rien. Donc, ils sont à l'origine d'un bouleversement des habitudes de communication et des rapports de l'homme au savoir. C'est là où on va voir l'importance du e-learning. Lorsqu'on on décide d'utiliser Internet et de faire du e-learning à travers Internet, n'est-ce pas, on peut apporter l'information à qui on veut, où on veut. N'est-ce pas? Internet a cette capacité que tout le monde peut utiliser le même contenu, n'importe où, au même moment. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'ubiquité. C'est l'ubiquité d'Internet. N'est-ce pas? C'est un attribut divin. Il n'y a que Dieu qui est partout à la fois, qui sait tout à la fois. Et Internet, quelque chose qui est Internet, est partout à la fois. Et tout le monde peut l'utiliser à la fois. Avec l'apparition de l'Internet, nos habitudes de communication ont changé. On ne communique plus aujourd'hui avec ses semblables comme on le faisait par le passé. Chacun, je n'apprends rien ici à personne, n'est-ce pas, en disant ça. N'est-ce pas?
Donc, naturellement, les rapports de l'homme également au savoir ont changé. Avant, le savoir était concentré dans les lieux de formation comme vos établissements, dans les universités, dans les bibliothèques, dans les musées. Aujourd'hui, le savoir est partout et à la disposition de n'importe qui. Donc nous, en tant qu'enseignants, ça nous interpelle parce qu'il ne faut pas qu'on pense que nous sommes les seuls détenteurs du savoir. Il y a très longtemps que le savoir a sauté par le mur d'une salle de classe ou d'une... Il est partout, il est à la disposition de n'importe qui. Donc il ne faut pas que moi je pense que c'est moi qui sais et que les autres ne savent pas. Ce n'est pas vrai. Avec Internet, le savoir est à la disposition de tout le monde et il est partout. Donc nos rapports au l'homme, nos rapports au savoir doivent changer en conséquence. D'accord? Parce que nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle révolution qu'on appelle la révolution numérique. Et cette révolution numérique est au cœur aujourd'hui, n'est-ce pas, au cœur de plusieurs enjeux sociaux, économiques, culturels, technologiques, voire politiques. Les nations les plus riches aujourd'hui sont celles qui savent communiquer. Ce n'est plus le pétrole, ce n'est plus l'or. C'est ça la nouveauté avec la révolution de l'Internet. Donc c'est Internet qui est vecteur de cette nouvelle économie. Nous sommes donc dans une nouvelle économie et Internet est le vecteur de cette nouvelle économie dans laquelle le savoir constitue la première source de richesse, comme je le disais. D'accord? On est d'accord? Donc vous voyez que l'enjeu est important. Celui qui sait communiquer, c'est celui qui devient riche. Celui qui a le savoir, c'est celui qui sait le communiquer, le transmettre, c'est celui qui devient plus riche que les pays producteurs, n'est-ce pas, de pétrole. N'est-ce pas? En révolutionnant donc les techniques d'enregistrement, de stockage et de circulation des savoirs, Internet se présente comme synonyme de vulgarisation des savoirs, comme facteur de dérégularisation du schéma traditionnel dans la structure de transmission de la connaissance. La connaissance ne se transmet plus aujourd'hui comme cela se faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, où un maître vient, n'est-ce pas, dans un savoir transmissif, déverser sa connaissance à des étudiants qui sont censés ne pas savoir. Donc il faut se dire qu'on doit se dire qu'aujourd'hui, on est face à des étudiants qui certainement en savent mieux que nous par rapport à telle ou telle question. Et donc ça appelle à un changement de paradigme dans la posture d'enseignant. Nous sommes et devrons être une nouvelle race d'enseignants. Donc c'est plutôt l'organisation qui devient plus importante que le fait de transmettre un savoir. Parce que ce savoir que vous transmettez, ce que je prétends transmettre aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui en savent mieux que moi, etc. Donc en ce moment, c'est au niveau de la posture, au niveau de l'organisation que se joue principalement notre rôle d'enseignant. D'accord? Le savoir n'est pas transmis par un maître ou un gardien du temple ou hérité d'une tradition ancestrale. Il est un savoir partagé, construit socialement à travers des procédures d'investigation, des raisonnements, d'expérimentation et de vérification. Donc c'est en gros ce que je disais tout à l'heure. Internet et les technologies en général ne se présentent pas simplement comme un acte de modernisation des systèmes éducatifs. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas de moderniser. Ils s'inscrivent dans un véritable changement de paradigme qui affecte la relation pédagogique. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important de ne pas perdre cette dimension de vie, sinon c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. Le e-learning transforme l'acte pédagogique. L'apprenant n'est plus en situation d'écoute passive face à l'enseignant.
qui, lui, est le détenteur du savoir. Donc, il est devant son écran d'ordinateur où il doit utiliser activement et de façon autonome les ressources organisées à son intention dans un but pédagogique. C'est ça le rôle de l'enseignant et c'est ce qu'on va faire. Organiser les routes et pour que lui, il puisse, n'est-ce pas, de façon active, n'est-ce pas, et prendre les connaissances, n'est-ce pas, qui l'intéressent, je vais dire ça comme ça. Donc, l'enseignant, il joue un rôle, ou un double rôle si vous voulez. Il est d'abord concepteur. Il doit concevoir la ressource qu'il va mettre à la disposition de l'apprenant. Et c'est ce que nous avons décidé que nous allons faire pendant ces 2 jours-là. Ensuite, il doit suivre l'apprenant dans son apprentissage à distance, l'accompagner. Donc, en ce moment, il joue un rôle de tuteur. Aujourd'hui, cette fonction est en train de devenir, n'est-ce pas, une fonction associée à l'enseignement dans certains pays aujourd'hui, parce qu'il joue certainement un rôle beaucoup plus important que l'enseignant lui-même. Donc l'enseignant est à la fois concepteur du cours, c'est-à-dire celui qui prépare le cours, qui le met à la disposition des apprenants. Il est aussi, il ne laisse pas comme ça, il les accompagne. Hein? Donc il est accompagnateur, n'est-ce pas? Un tuteur peut être physiquement présent, n'est-ce pas? Hein? Parce que des cours en ligne peuvent être utilisés en présentiel et il peut être virtuel aussi, n'est-ce pas? Parce que, comme j'ai dit au départ, Internet et les technologies des réseaux nous donnent la possibilité de divers moyens de communication aujourd'hui. Et à travers ces moyens de communication, comme on vous a envoyé une taxonomie de ces trucs-là, on peut, n'est-ce pas, où qu'on soit, communiquer, n'est-ce pas, avec nos apprenants. Donc on peut être en contact permanent avec eux. D'accord? Alors, M. Ba, dans son intervention, a dit comment nous sommes en retard. Nous sommes au précambrien pendant que certains sont au XXIe siècle. Vous voyez, si on voit les tendances mondiales, n'est-ce pas ça? Et moi, j'ai mis ce diapo-là juste pour vous encourager, même si je pense que les chiffres, mes sources ici, doivent être révisés. Mais aujourd'hui, si nous voyons les tendances mondiales, vous voyez, si on prend les États-Unis par exemple, 80% des cours maintenant sont dispensés de cette façon. Et je sais qu'aujourd'hui, ça doit être plus que ça. En Europe, n'est-ce pas, ça oscille entre 40 à 60%. Parce que vous voyez les enseignants, et surtout les professeurs d'université comme vous, qui sont tout le temps entre 2 avions, entre 2 séminaires. Ils n'ont pas le temps de venir s'asseoir dans une salle de classe pour etc. Hein. Donc, c'est pourquoi ces dispositifs de formation à distance, n'est-ce pas, ont pris de l'ascenseur. On peut dire comme ça. Donc, près de 60% ou plus de 60%, n'est-ce pas, des cours en Europe maintenant, ce sont des cours de e-learning, n'est-ce pas? Or, en Afrique, nous, on traîne le pas. Le taux de pénétration est très faible, n'est-ce pas? Il y a une prise de conscience en cours. J'ai parlé dans mon introduction de l'université virtuelle du Sénégal, n'est-ce pas? Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, les vidéos que mon collègue a montrées, ça c'était une formation que je l'avais envoyé faire au Bénin, n'est-ce pas? Ils ont tous créé leur université virtuelle maintenant. Les pays du Maghreb, depuis 2002 par exemple, la Tunisie dispose d'une université virtuelle. Hein? Mais nous, on reste à la traîne. Et c'est pourquoi, au départ, je vous ai dit que vous êtes des pionniers, vous faites partie des pionniers, et on compte sur vous, n'est-ce pas, pour pouvoir changer les tendances. D'accord? Hein? Parce que pourquoi on est à la traîne? Moi, c'est mon idée. Hein. Ça, c'est une idée qui n'appartient qu'à moi, n'est-ce pas, mais que j'aimerais bien partager avec vous. La marginalisation des universités africaines.
Les universités africaines sont à l'image des États africains. Elles vivent une crise collective depuis plusieurs années. Cela renforce la marginalisation qui caractérise leur cadre institutionnel et accroît leur vulnérabilité. Certains auteurs parlent de fracture numérique, mais la fracture est plurielle. On parle de la fracture numérique parce que la fracture numérique, c'est quoi? C'est le fait de ne pas disposer d'Internet. N'est-ce pas? On manque d'ordinateurs, ou les ordinateurs sont trop coûteux pour nous. Internet est trop coûteux pour nous. Dans nos établissements, il n'y a pas de connexion Internet parce que Internet est trop cher pour nous. Mais moi, je dis que on parle de... Donc, mais cette notion de fracture, si on examine, et en fait, ça devait être un mot pluriel et non... Et non spécialiste du développement, n'est-ce pas, hein, les causes du sous-développement du continent est liée à la pénurie d'universitaires, lesquelles s'accompagnent des malgouvernances. La paix d'universitaires doublée avec la malgouvernance, c'est ça qui explique le problème. Nous tardons donc à rentrer dans le cyberespace, adopter les textes permettant d'organiser la société de l'information pour participer à l'économie du savoir. Nos universités n'ont pas de connexion et n'intègrent pas les TIS, qui nous offrent des possibilités exceptionnelles pour améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et des apprentissages et partager davantage les savoirs. Il ne s'agit pas d'être de simples opportunistes, mais plutôt d'examiner de façon volontaire et responsable les voies et moyens d'une véritable généralisation des TIC. Cela pose la problématique de la gouvernance universitaire à mettre en place. D'accord? Je pense globalement, en fait, ces idées n'engagent que moi, mais c'est ce qui explique le fait que jusque-là, on traîne les pieds. Même parce que les pays même traînent les pieds. Qui doit amener Internet dans les établissements? Ce n'est qu'une question de volonté politique. Si l'université virtuelle du Sénégal est aujourd'hui la deuxième plus grande université du pays après Cheikh Anta Diop, c'est parce que le gouvernement, de façon volontariste, a interconnecté à la fibre optique tous les établissements du pays et qu'on dispose d'Internet de qualité. C'est parce que le gouvernement a la volonté politique de doter tous les étudiants d'ordinateurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au Sénégal, un étudiant à l'université, du moins, je voulais dire à l'université virtuelle, tu vas au marché, tu choisis l'ordinateur que tu veux, de ton choix, quel que soit le prix, et tu ne payes que 50 000 francs. Le commerçant envoie le reste de la facture au ministère qui règle. On n'impose pas des conneries aux gens. Donc, il y a une volonté politique derrière. Internet est là. Internet est 3 à 4 fois moins cher au Sénégal qu'au Mali. D'accord? Hein? Et c'est un truc de qualité. Un Internet de qualité, c'est-à-dire qu'on ne met pas 5 minutes pour ouvrir sa boîte mail. Hein? Hein? De très haut débit, même pas de haut débit, mais très haut débit, à la disposition des enseignants et des étudiants. Je ne dis pas ça par hasard, parce que je sais que vous êtes des responsables d'établissement, et que si vous voulez vous orienter véritablement vers cette modalité de formation, il va falloir que Internet soit disponible dans les établissements et qu'il faut investir dans la connexion Internet. Naturellement, au niveau du ministère, on est en train de voir les moyens politiques pour pouvoir diminuer véritablement, n'est-ce pas, les prix. Mais comme j'ai dit, nos universités sont à l'image de nos pays. Et je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord? Ok? Bien. Alors, sur le plan pédagogique, qu'est-ce que le e-learning peut nous apporter? La première des choses, c'est que ça nous donne la possibilité de former des gens sans contrainte de lieu et de temps. J'ai beaucoup insisté sur ça
dans mon introduction. Aujourd'hui, ici, pour que quelqu'un ait le diplôme de l'IN, quoi, de Sikasso, ou bien d'école, quoi, qui a dit, mon pays. Je n'ai pas dit le contraire. Mais pour que quelqu'un ait le diplôme de votre établissement, moi je veux avoir le diplôme de votre établissement. Vous êtes à Sikasso, moi je suis à Bamako, je fais quoi? Vous allez me déplacer pour aller prendre. Ben voilà. Et ça, j'ai des difficultés réelles. D'abord, ça me coûte de l'argent pour aller à Sikasso, pour loger à Sikasso, pour rester à Sikasso, pour manger à Sikasso. Donc, avec le e-learning, ces contraintes de lieu et de temps, ces barrières, je vous l'ai dit, vous les enlevez. Pour permettre à celui qui est à Gao, à celui qui est à Tombouctou, à celui qui est à Kidal, à celui qui est à Kaï, à celui qui est à Abidjan, à celui qui est à Dakar, de pouvoir faire votre formation sans être obligé de se rendre à Sikasso. Ensuite, une des contraintes de notre système d'enseignement, c'est qu'on va dire que, comme on a dit tout de suite, on en a discuté, la formation commence à 9h, n'est-ce pas? Et on va terminer à 17h, par exemple. On n'a pas dit ça aujourd'hui. Et celui qui a besoin de dormir jusqu'à 9h ou 10h, il fait quoi? Hein? Et puis on va le taxer parce qu'il n'est pas là à 9h. Alors que lui, il a travaillé peut-être jusqu'à 2h, 3h du matin. Et comme vous êtes des biologistes, son truc biologique l'avait qu'il ait tel nombre de trucs là. Avec le e-learning, on n'a pas aussi cette contrainte. On travaille à son rythme. À son rythme. Donc, contrainte de temps, contrainte de lieu, on enlève ça. Ça, c'est un des avantages pédagogiques. N'est-ce pas? On peut, quand et où on veut apprendre. N'est-ce pas? Donc, l'apprentissage se fait selon la disponibilité de l'apprenant. Hein? Alors que dans le système traditionnel, il faudrait que l'enseignant et les apprenants soient disponibles au même moment et se rencontrent en un lieu donné. Je crois que mon truc là est en train de venir, n'est-ce pas? Donc avec le e-learning, l'apprenant progresse à son rythme. Ça, c'est une des faiblesses, moi en tant que pédagogue, ça c'est une des faiblesses. J'ai beaucoup travaillé par exemple sur l'échec, sur le redoublement, etc., etc. Et quand il y a situation de redoublement, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui fait les frais d'un redoublement? C'est l'étudiant, c'est l'élève, c'est l'apprenant qui fait les frais de redoublement. Alors que c'est le système qui est responsable. Quelqu'un est responsable, mais un autre fait les frais. Parce que chacun de nous, à son rythme d'apprentissage, à son style d'apprentissage. Comment voulez-vous appliquer le même rythme à tout le monde? Les gens sont différents par leur naissance, par leur éducation, par leur ceci, par leur cela. On veut mettre tout le monde dans le même moule. Et l'école n'a jamais trouvé le moyen d'individualiser l'apprentissage. Vous êtes dans un groupe, vous êtes obligé de progresser avec le groupe. Vous n'avez pas la même histoire que le groupe, vous n'avez pas etc., etc. Et vous ne pouvez pas progresser avec le groupe, c'est vous qui faites les frais. Alors que c'est le système qui est responsable, en réalité. N'est-ce pas? Alors, le e-learning nous permet de mettre en place un système d'enseignement individualisé où chacun progresse à son rythme. Si lui, il peut se lever à 6 heures pour commencer à travailler à 7 heures, peut-être que moi j'ai besoin de me réveiller à 9 heures ou à 10 heures, et qu'un autre, etc., etc. Chacun va à son rythme. Hein? Bien. Donc chacun réfléchit à son gré, n'est-ce pas? Et consacre le temps nécessaire qu'il lui faut. Peut-être que vous avez besoin de 30 minutes pour comprendre certaines notions.
Mais lui, il a besoin de 2 heures. Lui, il a besoin de 24 heures. Et qui lui sont demandés. La même activité pour mieux l'assimiler. Il y en a qui ont fait... Il y a des gens, dès que tu ouvres la bouche, là, ils ont compris. Mais d'autres ne sont pas comme ça. Et pourquoi voudrait-on que tout le monde soit pareil? Les gens ne sont pas pareils. Ou bien? Donc, peut refaire plusieurs fois la même activité, contrairement à un enseignant, l'ordinateur peut répéter sans se lasser de manière infinie. N'est-ce pas? Il le répète. Tant qu'ad vitam aeternam, tant que tu le sollicites. N'est-ce pas? L'enseignant ne peut pas faire ça. L'enseignant a la possibilité de prévoir des itinéraires différents suivant les acquis et les niveaux des étudiants, prévoir des approches différentes d'une même notion. Ça donne également cette possibilité. Alors que dans la configuration de notre truc là, toi tu viens pour 1 heure de cours ou bien 2 heures de cours, tu as un objectif à atteindre, etc. etc. Hein? Combiner différents médias pour favoriser l'apprentissage de chacun, n'est-ce pas? On peut leur proposer des textes, on peut leur proposer des images, on peut leur proposer des dessins, on peut leur proposer des sons, on peut leur proposer des vidéos. N'est-ce pas? Ça nous donne toute cette possibilité. Donc, on est face à une grande variété de moyens de présentation et qui maintiennent l'intérêt et la curiosité de l'apprenant. D'accord? Prévoir des parcours de formation adaptés aux erreurs de l'élève, n'est-ce pas? On se rend compte telle fait telle erreur et en fonction de ça, on peut ajuster. Les réponses fournies par l'élève sont analysées en fonction des erreurs et des réussites diagnostiquées. Les sites de formation prévoient des explications et des cheminements adaptés à tout un chacun. Donc ça me semble intéressant. N'est-ce pas? Sur le plan pédagogique toujours, le e-learning favorise un apprentissage actif. Le site réagit aux actions de l'élève. Parce que quand on est sur une plateforme, quand l'élève fait une action, il réagit, il y a interaction, n'est-ce pas, entre l'homme et la machine. N'est-ce pas? Le site sollicite l'élève en lui posant une question, en lui demandant de résoudre un problème, en lui demandant d'agir avec un environnement. Après l'action de l'élève, le site analyse cette action et lui retourne un résultat adapté. Cela peut être une explication correspondant à une éventuelle erreur, l'envoi vers une aide spécifique, vers une activité plus simple ou plus complexe ou tout autre itinéraire que le concepteur du site aura prévu. Parce que dès que vous avez prévu tout ça en démarre, n'est-ce pas, ceux qui sont en avance, on peut les orienter vers autre chose. Ceux qui ont des difficultés, il y a des remédiations qui leur sont proposées et chacun y va du sien, n'est-ce pas, selon son niveau. Cette interactivité permanente rend l'élève plus actif dans son apprentissage, gestion immédiate et adaptée de son erreur. Donc, ça permet également d'éviter des facteurs psychologiques bloquants, perte de jugement. Dès que tu dis, tu es là seulement, je fais comme ça, mais j'ai même peur de lever la main parce que je sais, mais quand je vais dire une bêtise, on va se moquer de moi, etc. Vous voyez les réactions des gens, des enseignants et des trucs, et des camarades dans les salles de classe, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a beaucoup qui sont trop timides, qui ont peur, etc. parce qu'on a peur du jugement des autres. D'accord? Ou on peut même être sanctionné quand on fait certaines choses. Or, il n'y a rien de tout ça. C'est intéressant ou pas? Voilà. Sur le plan administratif, n'est-ce pas? Ça permet un apprentissage juste à temps. D'accord? Selon la disponibilité des enseignants. Les contenus sont personnalisables, adaptant aux besoins spécifiques de chaque organisation, de chaque établissement. Les contenus sont également uniformes, n'est-ce pas? Même renseignements pour tous. C'est-à-dire qu'on donne des renseignements généraux, n'est-ce pas? Pour tous. Donc, accessibilité, n'est-ce pas? N'importe où, n'importe quand, les acteurs, les enseignants et les apprenants ont accès aux ressources. Le système de gestion de l'apprentissage note les dates auxquelles les cours ont été suivis.
le temps consacré ainsi que les résultats obtenus pour chaque examen. C'est-à-dire que quand tu te contactes sur une plateforme, l'enseignant, l'administrateur sait que lui, il a consacré 2 heures de temps au cours. Lui, il a consacré 4 heures de temps au cours. Une journée au cours. On voit la trace de tout un chacun. On sait donc ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des difficultés, etc., etc. On le sait, ça se voit. Il y a ce qu'on appelle des trackers qui permettent d'identifier le passage de tout un chacun et le temps que chacun y consacre. N'est-ce pas? On peut faire des corrections automatiques. Et il y a beaucoup moins de bien. L'ordinateur même corrige, etc. Et les notes et les résultats de tout un chacun c'est à la seconde, à la fraction de seconde. Tout cela, on a tout ça. Et naturellement, pour des établissements, tout cela représente des économies de coûts, réduction de la durée de la formation, éliminer de la nécessité de se déplacer et des dépenses qui s'y rattachent. Imaginez que vous pouvez continuer à assurer votre cours pendant que vous enseignez à mon pays, à Sikasso, pendant que vous êtes à Bamako, mais bon, mon Dieu, hein? Qui gagne? Hein? Vous n'avez pas de loyer à payer à Sikasso, vous n'avez pas de trucs, etc. Si vous pouvez faire son cours à partir de votre salon sans être obligé de prendre votre voiture et de gaspiller du carburant avec des risques d'accident et tout le reste, là, moi je pense que tout ça, ça fait des économies de coûts, hein, n'est-ce pas? Les organismes qui utilisent les cours en ligne plutôt que les cours en classe économisent 50 à 70% des coûts de formation en moins. Ça, c'est important quand même. Alors que je sais que vous voulez que gagner de l'argent, donc les établissements privés, il y a quelque part, c'est ça. Donc, à la suite de, n'est-ce pas, quelques avantages au moins administratifs, quelques avantages au moins pédagogiques, n'est-ce pas, qui nous intéressent, n'est-ce pas, je vais un tout peu parler des plateformes de e-learning. Et j'ai dit au départ que ce n'est pas comme un site web quelconque.